Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très contents d'entamer notre troisième webinaire de STMRA sur les infections à coronavirus Covid-19 et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous deux conférenciers qui ont eu la gentillesse d'accepter de participer à ce webinaire, à savoir le docteur Loïc Cassaigne et docteur Nadia Nathan. Donc, j'espère que nous allons bien profiter de ce webinaire. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec ma consoeur et amie, le docteur Nadia Mhiri, qui, je rappelle, est la trésorière de la STMRA. Donc, nous allons tout d'abord introduire nos deux conférenciers et par la suite, on passera à la discussion. Donc, tout d'abord, je voudrais présenter le docteur Nadia Nathan, qui est pneumopédiatre à l'hôpital Trousseau, au centre de référence des maladies rares, qui a déjà publié plusieurs articles, surtout sur les pneumopathies interstitielles diffuses, mais plus récemment sur les aspects cliniques un peu particuliers de l'infection Covid-19 chez le nourrisson. Et j'espère que nous allons bien profiter de son expérience. Nous avons aussi avec nous le docteur Loïc Cassaigne, donc qui est pneumologue, qui exerce à Strasbourg, et plus particulièrement au CLA de Strasbourg, et qui a déjà publié les facteurs de risque associés au Covid-19 sévère et qui actuellement participe à un essai clinique tout récent, donc qui a débuté à partir du 2 juin 2020 sur l'évaluation de l'efficacité de la combinaison de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dans la prévention des infections sévères Covid-19, plus particulièrement le SDRA. Donc, j'espère que nous allons bien profiter de ces deux conférences. Donc, la première va parler, docteur Nadia Nathan, de la particularité pédiatrique du Covid-19 et le docteur Loïc Cassaigne sur le traitement et surtout les nouvelles perspectives thérapeutiques. Et donc, comme vous le savez, cette pandémie Covid-19 représente la plus grande épreuve, je pense, que le monde ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et comme plusieurs autres pays, la France comme la Tunisie ont commencé à déconfiner, mais cette maladie reste toujours bien présente. Et il y a plusieurs questions qui restent en suspens, en particulier donc certains aspects cliniques tels que les formes pédiatriques et surtout la prise en charge thérapeutique et plus particulièrement la prévention de cette infection. Donc, avant de donner la parole à notre première conférencière, Dr Nadia Nathan, simplement, je voudrais vous parler un peu du déroulement du webinaire. Vous avez en bas de votre écran affiché des bulles QR, donc questions et réponses. Donc, pour le bon déroulement de ce webinaire, on va vous demander tout au long de l'exposé de nos deux conférenciers, si vous avez des questions à poser, donc vous appuyez sur la bulle, vous écrivez votre question et par la suite, notre ami Dr Nadia Mhiri se fera le plaisir de relater vos questions et nos conférenciers vont essayer de répondre à toutes ces questions. Je voudrais par ailleurs remercier les laboratoires Boehringer pour la sponsorisation de ce webinaire et l'agence MICE pour la logistique de ce webinaire. Et sans plus tarder, donc je vais céder tout de suite la parole à Dr Nadia Nathan pour nous parler des aspects pédiatriques de l'infection Covid-19. À vous la parole, Dr Nathan. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci au professeur Fatma Tritar et au professeur Nadia Mhiri. Et merci aussi, bien sûr, au professeur Agnès Hamzaoui pour cette invitation de la STMRA. Je suis en effet pédiatre. Je ne savais pas si j'allais parler en premier ou en deuxième, donc ça tombe bien. Bon, alors voilà, on va pouvoir commencer. Donc, jolie photo de l'hôpital Trousseau où je travaille à Paris. Et je vais, juste pour réintroduire, je pense que vous connaissez tous parfaitement bien le SARS-CoV-2 maintenant. Pour vous dire que ce SARS-CoV-2 contient une protéine Spike S qui est en rose sur le schéma et qui va particulièrement nous intéresser puisque c'est la protéine qui va s'accrocher au récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et qui va permettre l'entrée du virus dans l'épithélium. Après, il y a aussi d'autres protéines intéressantes du virus, l'hémagglutinine estérase, qui est un cofacteur aussi de la protéine S, la protéine M et E, qui sont des protéines de structure, et puis bien sûr l'ARN du génome du SARS-CoV-2 avec son nucléocapside.
Alors, tout a commencé bien sûr à Wuhan et c'est dans cette toute petite province. Que savait-on? On savait que ça, en décembre 2019, qu'il y avait possiblement une origine de la chauve-souris, avec peut-être un passage vers l'homme via le pangolin. Enfin, tout ça reste encore à démontrer. L'expérience chinoise a été la première rapportée et ils ont assez rapidement individualisé des groupes d'enfants dans leur expérience. Et sur les 72 314 individus qui ont été testés à Wuhan, finalement, ils ont retrouvé seulement 1% de patients qui étaient des enfants de moins de 16 ans. Parmi 1391 enfants qui ont pu être testés et qui étaient en contact direct, c'est-à-dire dans la même famille qu'un patient testé Covid plus et prouvé Covid plus, seulement 12,3% ont été contaminés. Donc finalement, vous voyez une proportion très faible, ce qui correspond aux 171 enfants dont les données sont colligées dans ce tableau. Donc vous voyez la répartition des âges, un âge médian à 6,7 ans et puis une répartition assez bien répartie des différents âges de l'infection. À noter une proportion de garçons un peu plus infectés que les filles, bizarrement, hein, sans qu'on ait vraiment d'explication, et ce, comme chez l'adulte d'ailleurs. Il y en avait quand même 16% qui étaient asymptomatiques. D'autres avaient des infections qui étaient symptomatiques, mais généralement peu sévères, avec 0 décès recensé dans cette toute première cohorte pédiatrique qui avait été rapportée. Parmi ces 171 enfants, il fallait noter quelque chose de très intéressant, c'est que la contamination était quasiment toujours intrafamiliale, 90% des cas. Et cette contamination concernait d'abord l'adulte et ensuite l'enfant. Donc on avait vraiment l'impression d'une transmission verticale de l'adulte à l'enfant. Mais malgré tout, on a raisonné de façon sous-corticale et on s'est dit, le coronavirus est un virus respiratoire. Les virus respiratoires sont transmis par les gouttelettes respiratoires et on sait que ce sont les jeunes enfants qui transmettent les gouttelettes respiratoires parce qu'ils ne sont pas capables d'appliquer des mesures barrières. Donc, le SARS-CoV-2 est transmis par les enfants. Sauf qu'on avait peut-être un tout petit peu tort. Mais bon, on a suivi notre raisonnement sous-cortical, enfin je dis on, tout le monde, hein. Et puis, tranquillement, de Wuhan, comme vous le savez, l'épidémie a gagné le monde entier. Et comme un seul homme, tout le monde s'est confiné. On est actuellement à plus de 6 millions de cas dans le monde et tout le monde a fermé ses écoles et mis les enfants à l'isolement. Alors, qu'en est-il en Tunisie? Je n'ai pas les chiffres pour les enfants. J'ai repris ces chiffres du 1er juin 2020. J'ai retrouvé 1086 patients et 48 décès, donc finalement un pays très très épargné, fort heureusement, sur cette carte interactive. Donc vous pouvez retrouver les coordonnées qui est très sympathique et angoissante et qui bouge chaque jour. Et finalement, 6 mois plus tard, il y a pas mal de cohortes pédiatriques qui ont été publiées. Et qu'en est-il chez l'enfant? Alors, vous voyez que ça reste pour chaque pays des petits nombres. La cohorte française n'est pas sortie pour l'instant. La cohorte italienne est la plus récente, avec l'étude qui s'appelle l'étude Confidence, qui a regroupé une centaine d'enfants. Il y a eu les 2 études chinoises et la cohorte du Center for Disease Control des États-Unis, avec 2572 enfants quand même. Alors, il y a des grosses différences de recrutement dans ces cohortes. Il y en a qui sont seulement les patients hospitalisés, d'autres des dépistages systématiques, d'autres que des patients symptomatiques. Bon, donc, on ne peut vraiment pas les comparer, mais néanmoins, c'est intéressant de les mettre côte à côte et c'est ce qu'a fait l'étude de Confidence. Donc, les répartitions d'âge sont variables, hein. En Italie, ce sont les moins de 1 an les plus fréquemment hospitalisés. En Chine, on a vu tout à l'heure que c'était équitablement réparti. Cette autre étude chinoise, il y a beaucoup plus d'adolescents de plus de 10 ans. Et puis, pour les États-Unis, on n'en sait trop rien. On a juste le nombre total et puis la médiane. Le degré de patients symptomatiques, là, je pense qu'on ne peut vraiment pas en dire quoi que ce soit puisque le recrutement fait finalement le chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est que la survie, vous voyez, est quasiment à 100% partout, avec 0, 1, 3 décès. Donc, absolument pas ce qu'on a vu chez les adultes. Donc, finalement, on sait que la proportion d'enfants infectés, elle semble très inférieure à l'adulte. J'ai recensé dans les différentes publis 0,3 jusqu'à 3,8%
qui étaient des enfants, selon les modalités de dépistage et de diagnostic, des formes cliniques beaucoup moins sévères, peu qui nécessitent une hospitalisation et des décès qui restent heureusement exceptionnels. Si on part dans les généralités des symptômes cliniques, et ça c'est la cohorte italienne qui nous le dit, et puis à gauche, j'ai fait des moyennes des pourcentages des différentes cohortes. Ce qui revient au premier plan, c'est quand même la fièvre, mais seulement, vous voyez, 54% des patients pédiatriques. Les fièvres de plus de 39, comme on le voit ici dans la cohorte italienne, étaient assez peu fréquentes, finalement, seulement 11% des patients. La toux est le deuxième symptôme, sachant que ce ne sont pas du tout forcément des pneumonies sévères. Dans la toux, on retrouve par exemple des toux de rhinite, des toux de pneumopathie peu sévères, des symptômes digestifs qui arrivent assez rapidement derrière et des difficultés alimentaires chez les plus petits. La rhinite, la dyspnée arrive très loin derrière et les symptômes neurologiques aussi. Alors en effet, comme vous l'avez très gentiment introduit, on a rapporté une toute petite cohorte de nourrissons. Et pourquoi on a fait ça? C'était parce que c'était l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a l'annonce d'un décès d'un premier patient aux États-Unis, qui était un petit de 1 an. Finalement, il n'a pas du tout été prouvé que cet enfant était décédé du Covid-19, mais enfin, en tout cas, ça nous a mis la puce à l'oreille, puisque une semaine pile après que la France ait déclaré le confinement, on s'est retrouvé avec ces 5 enfants hospitalisés, 5 qui sont devenus 10 après le temps d'arriver. Et ces petits avaient tous la particularité d'avoir été hospitalisés pour fièvre mal tolérée chez de nouveau-nés de moins de 3 mois. Donc, ils étaient vraiment jeunes. Pas de symptômes respiratoires ou vraiment très peu. Certains avaient une petite rhinite, donc on a honnêtement rapporté qu'ils toussaient un tout petit peu, mais enfin, c'était vraiment pas ça qui était au premier plan. C'était la fièvre avec des marbrures, avec une conscience un petit peu altérée, parfois une hypotonie axiale, parfois des gênements, mais vous voyez, des saturations normales, un examen respiratoire normal. Donc, chez ces enfants, on avait surtout un problème de fièvre et de troubles hémodynamiques. En revanche, peu ou pas de lymphopénie, ça n'a pas été fait pour tous, on n'a pas forcément les formules quand c'est le week-end, donc bon, bref, problème technique, mais en tout cas, les leucocytes étaient bien. C'était que des garçons, étonnamment. Ils avaient une imagerie qui était vraiment subnormale. Enfin, il y en a un qu'on a trouvé un peu distendu en s'arrachant les yeux, mais sinon, leur imagerie était parfaitement bien. Et leur évolution a été très rapidement favorable, puisque tous, finalement, ont une fièvre de courte durée, entre 1 et 5 jours, et sont restés chez nous entre 1 et 3 jours. Donc, vraiment, pas grand-chose d'incroyable. Alors, tous avaient bien sûr une PCR Covid positive, donc une infection à SARS-CoV-2 qui était prouvée. Et ce qu'on voulait mettre en évidence, c'était d'abord qu'il fallait y penser chez ces nouveau-nés, et puis aussi qu'on avait beau dire que c'était les enfants qui étaient responsables de tout, mais on se rendait compte que ces nouveau-nés qui n'étaient jamais sortis de chez eux avaient forcément été infectés par leurs parents, et qu'en plus ça arrivait une semaine après le confinement. Donc, c'était pile poil le moment où les parents avaient fini d'aller travailler, en gros, puisqu'ils étaient à la maison, et avaient donc, une semaine après, déclaré la maladie chez leur petit. Une autre étude intéressante, il y a eu 2 articles qui concernaient en France les patients drépanocytaires. Alors, on s'est intéressé à une en particulier, qui est la patiente numéro 4, puis il y a eu une étude un peu plus groupée qui regroupait les 4 patients concernés. Il se trouvait qu'il y avait eu 4 patients drépanocytaires adolescents, vous voyez qu'ils ont entre 11,5 et 17 ans et demi, des filles et des garçons, qui ont été hospitalisés pour des formes, pour le coup, assez sévères de Covid-19. Tous avaient un syndrome inflammatoire, des PCT élevés, des IL-6 augmentés, des dédimères élevés, avec une mention spéciale quand même pour le patient numéro 4 qui avait franchement des dédimères très augmentés. Chez ces patients, on a un petit peu d'imagerie, pas pour tous, mais pour le patient numéro 3, cette pneumopathie basale, donc le premier scanner que vous voyez, c'est à l'arrivée, et puis le deuxième, une semaine après. Donc les 2 images du bas, c'est une semaine après. Alors, je ne suis pas spécialiste du scanner thoracique de l'adulte, mais chez cette
patiente de 12 ans et demi, je pense qu'on peut dire que les images sont assez caractéristiques de Covid-19, en particulier pour l'image qui est en bas à droite, avec ses aspects floconneux, arrondis, en verre dépoli, mal limités, comme on peut retrouver quand même chez l'adulte. Cette patiente, qui est la patiente 4, qui est passée temps dans le service, avait aussi une forme sévère avec un syndrome thoracique aigu. Et elle a eu la particularité de faire une forme vraiment très proche de l'adulte avec une embolie pulmonaire qui a été clairement rapportée comme plus fréquente dans l'infection à Covid-19. Et donc, c'était la jeune fille qui avait les dédimères très augmentés. Vous voyez ici l'embolie pulmonaire. Et alors, pourquoi ces deux scanners en haut et en bas? Parce qu'entre les deux, on a mis un traitement qui est le tocilizumab. Ce traitement, comme vous allez le voir ici, je vais revenir en arrière pour que vous revoyiez le scanner, mais ce traitement qui est un anti-IL6 humanisé et qui avait très bien fonctionné chez cette jeune fille. Alors pourquoi ça? Parce qu'il y avait une expérience chez l'adulte qui avait montré son efficacité chez les drépanocytaires. Et donc, on s'est dit qu'elle était presque adulte et qu'on pouvait, qu'on pouvait tenter ce médicament. Et en effet, ça a été plutôt favorable pour elle. Alors, l'évolution de ces enfants drépanocytaires, elle a été quand même sévère, hein. Vous avez en vert ceux qui ont eu de la VNI, donc tous en ont eu, des transfusions de globules rouges, les flèches rouges, des échanges transfusionnels pour les 4 patients, et puis donc le tocilizumab pour la dernière. Cependant, quand on regarde les durées d'hospitalisation, donc la flèche qui descend vers le bas en bleu, c'est la flèche de l'entrée, et la flèche de la sortie, c'est la flèche blanche qui remonte. Et quand on regarde ces durées d'hospitalisation, finalement, on n'est pas ébahi par rapport aux 3-4 semaines d'hospitalisation chez l'adulte. Finalement, ces enfants, même considérés comme sévères pour des enfants, évoluent pas si mal. Je vous remontre donc le scanner une semaine après le tocilizumab et vous voyez qu'il y a quand même une très franche amélioration des images, à la fois parenchymateuse et puis une reperméabilisation de l'embolie pulmonaire partiellement en tout cas. Alors, dernière présentation particulière à l'enfant, c'est ce qu'on a beaucoup entendu dans la presse comme étant la maladie de Kawasaki. Alors, en fait, c'est plutôt Kawasaki-like, on n'est pas vraiment dans la même chose. Des myocardites et péricardites sévères, et puisque certains ont appelé le multisystème inflammatory syndrome, ils ont voulu appeler ça le MIS pour que ça reste peut-être dans les annales. Donc le Kawasaki, si l'audience est principalement adulte, c'est une vascularite pédiatrique qui est rare, qui est sévère et qui suit le plus souvent une infection. On voit ça dans les 3 semaines, 4 semaines qui suivent une infection virale, mais parfois aussi bactérienne. Donc ce n'est pas une nouvelle maladie. C'est une maladie qui était peu fréquente et très fréquente en Asie. Alors très fréquente, il ne faut pas exagérer, mais relativement fréquente en Asie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas été alerté par les Chinois, parce qu'ils en ont beaucoup des Kawasaki chaque année. Et donc, le beaucoup plus, un peu plus, n'a pas fait beaucoup de différence par rapport à d'habitude. Et ils n'ont peut-être pas remarqué qu'il y en avait franchement plus que d'habitude. En revanche, chez nous, comme vous le voyez, il y en a généralement 2015, enfin les années précédentes, les voilà. En rouge, ce sont les formes sévères et en bleu, les formes peu sévères. Et sur les centres d'Île-de-France, vous voyez que c'est vraiment très peu d'enfants et que cette année, il y en a franchement beaucoup plus. Donc, c'était beaucoup plus facile pour les pays européens de se rendre compte de cette émergence de Kawasaki plutôt que chez les Chinois. Alors, la principale complication du vrai Kawasaki, ce sont les anévrismes coronaires qui arrivent dans les 1 semaine à 15 jours après le pic du Kawasaki. Et le diagnostic aigu se fait par une fièvre persistante, un exanthème, des adénopathies, une conjonctivite, une langue framboisée et souvent une kéylite importante. Ça a été le cas en France. On va retrouver, vous allez voir, ces signes cliniques, mais relativisons, c'est-à-dire que même si ça a vraiment fait la une de la presse, en tout, il y a eu 130 cas en France et un seul décès. Alors un seul, c'est un de trop, mais voilà, ça reste quand même des événements rares. Les symptômes cliniques sont les suivants. Donc d'abord, c'est la fièvre qui est au premier plan, une fièvre avec une forte asthénie et une médiane d'âge qui est plutôt chez les grands enfants, c'est-à-dire qu'on voit pas ça chez les nourrissons, alors que le vrai, entre guillemets, Kawasaki, c'est vraiment plutôt le nourrisson. Donc là, on est plus sur le grand enfant avec donc cette fièvre,
avec la conjonctivite, la chélite, les adénopathies, surtout cervicales, éventuellement un rash cutané, et puis un symptôme digestif qui sont, vous voyez, 83% vraiment au premier plan, des diarrhées, des espèces de gastro-entérites profuses, des nausées, des vomissements. Voilà un exemple que j'ai piqué sur le site de circulation sur la publication de Heilbronner de rash cutané du Kawasaki du coronavirus. Donc, ce qui pose problème, ce sont les troubles hémodynamiques et la défaillance cardiaque, la myocardite du Kawasaki, qui était présente dans 100% des cas, avec quand même, vous voyez, des signes de défaillance hémodynamique pour 68%, un recours à l'ECMO pour 28%, mais en revanche, des dilatations coronaires rares et 0% d'anévrisme coronaire à J10. Donc, on a fait l'analogie, c'est clair qu'il y a beaucoup de similitudes, mais on n'est pas dans la vraie maladie de Kawasaki. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces enfants, on a pu retracer pour tous le fait qu'ils avaient été en contact avec des parents Covid-19, mais eux ont fait des formes soit asymptomatiques, soit paucisymptomatiques du Covid-19 en période aiguë. Et donc, dans cette période post-infectieuse, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus sévère. Donc finalement, pourquoi les enfants sont-ils épargnés? Il y a quelques publications très intéressantes sur le sujet, avec des titres un peu accrocheurs. Comment se fait-il que les enfants, au premier lieu, qui ont été fortement incriminés, finalement, soient peut-être pas responsables de grand-chose et peut-être moins susceptibles, pour une fois, que les adultes? Et puis, il y a cette publication que je vous recommande vivement dans l'ERJ, qui explique très très bien les différentes hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses. C'est une très belle revue sur pourquoi l'enfant a si bien réagi à cette pandémie de Covid-19. Et donc, voilà ce qu'ils expliquent dans leur publication. Donc, avec un petit schéma où vous avez à gauche les enfants avec moins de symptômes et puis à droite les adultes. D'abord, ils ont mis en avant la possibilité d'un rôle de cette fameuse enzyme de conversion et de son récepteur. Le récepteur, il permet à la protéine spike de s'accrocher, la fameuse protéine S en rose. Il a été mis en évidence que la ECE a des actions anti-inflammatoires, antifibrosantes aussi dans le poumon, et que le SARS-CoV-2 diminuerait l'expression de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et peut-être augmenterait donc les lésions pulmonaires par ce biais-là. Il se trouve qu'il y a une publication qu'il faut prendre avec des pincettes parce que c'est quand même chez le rat, et on n'est peut-être pas tout à fait exactement pareil, mais que l'enfant aurait peut-être plus d'AEC2 que l'adulte et que du coup, sa diminution aurait moins d'effet que chez un adulte qui en a déjà moins à son état basal. Bon, c'est une hypothèse. Il y a beaucoup de publications contradictoires sur cette histoire d'AEC2, certaines dans un sens, certaines dans l'autre. Je pense que pour l'instant, c'est difficile de conclure. En revanche, il y a l'immunité innée. Alors, il y a quelque chose qui, moi, m'a semblé très compliqué puisque je ne suis pas immunologue, mais ils expliquent que les lymphocytes B mémoire coopèrent lors d'une infection avec des CD27 qui sont DUL et des CD27 bright. Alors, les bright, ils sécrètent très rapidement, mais des anticorps spécifiques, et puis qui ne sont pas forcément très adaptables, alors que les DUL vont arriver un peu plus lentement, mais très adaptables. Chez l'enfant, il y a beaucoup plus de DUL que de bright. Et donc, les auteurs se disent que peut-être que la réponse adaptative est plus élevée chez l'enfant et que donc, ils vont avoir une meilleure réponse immunitaire au SARS-CoV-2. La deuxième hypothèse sur l'immunité innée, c'est basique, c'est que le nourrisson, le tout petit, il a vraiment beaucoup plus de lymphocytes que le grand enfant, que l'adulte. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les plus petits sont vraiment ceux qui vont le mieux, qui réagissent le mieux. Donc, ils auraient une protection contre la lymphopénie induite par le SARS-CoV-2, une protection donc naturelle. Enfin, il y a l'immunité entraînée, comme ils l'ont appelée. Et cette immunité entraînée, elle est très spécifique à l'enfant entre 2 mois et 10 ans. Et étonnamment, comme vous l'avez vu dans les formes un peu spéciales, il y avait les moins de 2 mois, il y avait les ados avec les drépanocytoses, on a vu aussi des ados obèses, on a vu des ados avec des encéphalopathies qui ont été en réa. Mais entre les 3 mois et les 10 ans,
ils allaient vraiment très bien. On en a eu très peu hospitalisés. Et alors là, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui se passe à 2 mois? On commence à vacciner les enfants, on commence à les mettre en collectivité et donc leur immunité est complètement entraînée. Et à partir de 10 ans, on est quand même un petit peu moins souvent vacciné, on est en collectivité un peu plus sociabilisé, donc on se touche un peu moins, on est moins dans la petite enfance à partager tous nos miasmes. Et donc, probablement que cette immunité très entraînée entre les 2 mois et les 10 ans a beaucoup bénéficié aux enfants et leur ont permis d'avoir une immunité adaptative et entraînée très efficace contre le Covid-19. Donc, j'en ai terminé avec cette petite revue des enfants. On a dit que c'était rarement sévère, finalement, chez l'enfant. Il faut quand même penser à ces formes spécifiques et pas les oublier. Donc, y penser chez des nouveau-nés fébriles, même si ce n'est pas notre première hypothèse en général. Mais là, je pense qu'en ce moment, il faut encore y penser. Y penser chez des drépanocytaires qui commencent à aller moins bien et qui ont des syndromes thoraciques. Y penser pour ceux qui sont des ados avec des comorbidités. Et en particulier, on a ciblé les encéphalopathes et les obésités. Et puis, faire attention à ces enfants qui ont des maladies de Kawasaki, puisqu'on n'a pas l'habitude de diagnostiquer des Kawasaki chez des grands enfants. Finalement, on a peut-être une transmission qui est verticale, donc de l'adulte vers l'enfant, et peut-être que ces pauvres enfants sont peu contagieux et ont payé peut-être très injustement un prix fort en étant sortis de la crèche, sortis de l'école, sortis de la sociabilité. Et il y a de plus en plus de publications sur des conséquences psychologiques très lourdes chez les enfants qui ont été enfermés. Et quelques petites photos pour terminer de cette période très particulière du Covid dans le service. Donc, nous, notre service s'est complètement transformé en service Covid pédiatrique avec des staffs Covid très éloignés les uns des autres, avec des moments sympathiques quand même, des cadeaux de tout le monde, du gel LVMH, une aide-soignante qui s'est transformée en coiffeuse puisqu'il n'y avait plus moyen de se faire coiffer. Enfin voilà, des moments quand même, malgré tout, qui sont restés fort sympathiques malgré la difficulté. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, docteur Nathan, pour cette très belle présentation qui nous a ramené et rapporté quand même quelques éclaircissements concernant le Covid de l'enfant qui pose problème, qui nous a beaucoup embêtés. Surtout, justement, on avait incriminé peut-être à tort ces jeunes enfants d'être des contaminateurs alors qu'ils subissent la contamination. Donc, j'espère qu'il y a déjà des questions qui ont été déjà posées, donc on va répondre par la suite. Et maintenant, donc, je vais introduire le deuxième conférencier. Je vais donner la parole au docteur Loïc Hassen pour nous parler du traitement de l'infection Covid-19 et surtout les perspectives d'avenir et les nouveaux traitements peut-être pour le Covid-19. Donc, vous allez partager votre écran, Monsieur Hassen. Ouais, hop. Voilà. Alors, je vais juste déplacer ça. Voilà, bon, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter l'expérience strasbourgeoise. Comme vous savez, l'Alsace a été fortement touchée par le Covid. Ça a été le deuxième cluster en France, après celui un peu plus haut à Paris, dans Picardie. Et fort de cette malheureuse expérience, on a eu à prendre en charge ces patients et avoir différentes expériences thérapeutiques, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Et c'est ce que je vais vous présenter là. Alors, le but de mon propos va être surtout de vous montrer notre expérience et quelle thérapeutique on a utilisée et ce que l'on est amené à utiliser si jamais de nouveaux patients se viennent de nouveau. Alors, en introduction, quelques mots. Vous savez, le Covid, c'est une maladie infectieuse qui est causée par un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, et c'est une maladie émergente, pandémique, que l'on pense venue de Chine, de Wuhan, et qui est très contagieuse. Alors, ce qui est difficile à dire, c'est que c'est une maladie avant tout bénigne pour la très grande majorité des cas infectés, mais comme c'est une maladie très contagieuse, quand il y a un grand nombre de patients, il y a un grand nombre de personnes qui sont sévères, et ça, on l'a bien vu chez nous.
Alors, juste pour vous préciser où est-ce que c'est l'Alsace, c'est ici, hein, c'est dans l'est de la France avec la petite cigogne. Et l'épidémie française, ça a été un peu telle une vague qui vient vers de l'est, vous voyez, puisque c'est surtout les régions de l'est, du nord, qui ont été impactées, principalement l'Alsace et la région parisienne. Alors en France, le Covid-19 se distribue à peu près comme ceci, avec au début du confinement, puis un pic 15 à 20 jours après, et puis ensuite, grâce au confinement, et là je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, une inversion de la tendance. Et pour l'instant, pas de deuxième vague. Alors, le taux de mortalité est de 42 pour 100 000 habitants. On doit être le 4e ou le 5e en Europe, à peu près équivalent à celui de la Suède, qui n'a pas du tout confiné sa population par ailleurs. Et bien très 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 loin devant l'Allemagne qui a 10 cas pour 100 000 habitants. Alors à Strasbourg, le Covid-19, ça s'est présenté comme cela. Les premiers cas ont eu lieu plutôt dès fin février. Vous savez, c'est surtout le cluster qui était en bas de l'Alsace, donc dans le Haut-Rhin, avec notamment ce rassemblement évangélique. Et nous, on a commencé à avoir des patients fin février. Et donc, on a eu une explosion de nombre de cas jusque vers début mi-avril, avec en réanimation jusqu'à 180 à 190 cas et environ 400-450 cas hospitalisés. Puis ensuite, une diminution progressive. Et pour l'instant, pas de deuxième vague. Alors, comme dans beaucoup de pays, le service de maladies infectieuses, c'est celui qui a été au pilotage de la crise sanitaire. Et il y a eu d'autres services qui les ont pris également en charge, dont le service de pneumologie, bien entendu le service de réanimation. Et donc, le service de pneumologie à Strasbourg, il y a 4 unités, 80 lits sur un même étage. Moi, pour ma part, je travaille à l'unité 3. C'est l'unité qui a été la plus impactée par la prise en charge de ces patients. Et au plus fort de la crise, 3 des 4 unités ont été remplies de patients Covid-19, soit 60 lits qui ont été dédiés à ces patients-là. Ce qui a bien entendu eu un grand impact sur notre activité classique, mais ça c'est comme chez tout le monde. Alors le Covid-19 dans le service de pneumologie, c'est à une distribution comme celle-là. Alors les statistiques sont sur 106 patients, on a eu 176 depuis le 4 mars et on n'a plus de Covid, d'admission Covid depuis le 25 mai. Et donc, vous voyez, l'âge était de 63 ans, avec un délai depuis le début des symptômes qui est de 7 jours, ce qui est à peu près comparable à ce que l'on voit dans les publications, notamment les premières publications chinoises. Et puis, on retrouve les mêmes facteurs de risque que l'on connaît, hein, l'obésité, l'hypertension, le diabète. Et chez nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les pathologies respiratoires. On n'avait pas tant que ça finalement. On a eu un changement complet de l'épidémiologie des patients que l'on a l'habitude de voir. On ne les voyait plus, ces patients-là. C'était surtout de nouveaux patients avec peu d'antécédents respiratoires, en tout cas. Alors, le premier cas dans le service, on l'a eu le 4 mars 2020. Et puis, il y a eu une évolution en 2 temps, avec une phase ascendante, un pic vers le 1er avril, et puis ensuite une décroissance. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre de cas par jour. On a eu jusqu'à 10 nouveaux cas admis par jour. En moyenne, c'était 5, 4, 5 par jour. Et puis là, actuellement, on n'a plus du tout. Voilà. Et juste pour vous montrer un petit peu l'impact dans l'unité où je travaille, c'est une unité de 26 lits. Et globalement, on a eu beaucoup de travail pendant 2-3 semaines. Vous voyez, on a plafonné à pratiquement tout le service où il n'y avait que des patients Covid. Puis après, ça a diminué. Alors, en ce qui concerne la thérapeutique, je pense que l'on peut classer les traitements spécifiques en 2 catégories, à savoir les antiviraux. Donc, vous connaissez l'opinavir, ritonavir, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, le remdesivir, et puis d'autres molécules qu'on utilise peu, voire pas du tout. Et puis les anti-inflammatoires, dont les corticoïdes, les anti-interleukine 6, anti-interleukine 1, les anticompléments, les culizumab, les anti-JAK
et puis d'autres molécules un peu plus particulières. Et puis, certains pensent que certaines molécules partageraient ces deux propriétés, notamment l'hydroxychloroquine et puis l'azithromycine dans une moindre mesure. Alors là, je vais vous détailler un petit peu quel a été le cheminement du plaquenil dans la pensée thérapeutique française du Covid. Alors, vous connaissez tous cette étude, c'est l'étude qui a un peu fait connaître le plaquenil en tant que molécule pouvant traiter le Covid en France. Cette étude de l'équipe marseillaise de l'IHU et qui était une étude qui a le mérite d'exister, mais avec beaucoup de biais, notamment un très faible effectif, et qui nous a montré un petit peu, notamment avec l'association plaquenil-azithromycine, qu'on pouvait, du moins, c'est ce qui concluait, accélérer la clairance virale des patients atteints. Bon, le fait est que ces patients étaient probablement, quasiment même tous, pas du tout sévères, et que ce n'étaient pas du tout les patients que l'on voit en hospitalisation. Et donc, par la suite de cela, notamment par la pression médiatique, le 25 mars, un décret, parce qu'on a beaucoup décrété pendant cette période-là, il y a eu un décret qui a autorisé la prescription de plaquenil et puis du Kaletra également dans les établissements de santé, seulement dans ces endroits-là. Puis, s'en est suivi plusieurs études sur le plaquenil, plus ou moins l'azithromycine, beaucoup d'études rétrospectives, 2 études contrôlées randomisées, mais avec des résultats contradictoires, et puis surtout une méthodologie qui était souvent perfectible, de sorte qu'on ne pouvait pas tirer des conclusions claires des résultats qui nous étaient présentés. Et puis, il y a eu cette étude toute récente que vous connaissez tous, l'étude de Mandip-Mera du 22 mai 2020, qui ne montrait pas de bénéfice à la prescription d'hydroxychloroquine d'azithromycine d'une part, mais qui montrait en plus un maléfice de celui-ci avec une mortalité accrue chez ceux qui le prenaient. Bon, vous connaissez la suite, je vais y arriver. Donc, suite à cette étude-là, le Haut Conseil de santé publique a publié un avis mentionnant comme quoi il fallait arrêter un peu l'hydroxychloroquine. Et puis 2 jours plus tard, la NSM a publié un autre communiqué là-dessus, de sorte que, nouvel arrêté publié dans le journal officiel, le plaquenil doit être prescrit dans le respect strict des seules indications de son autorisation, à savoir soit dans le lupus, dans la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, il était devenu illégal de prescrire du plaquenil en dehors de ces indications-là. Si jamais il se passait quelque chose, on pouvait être poursuivi en gros. Et puis, voilà, vous connaissez la suite. Le 4 juin, l'étude a été retirée du Lancet devant probablement des données frauduleuses, de sorte que les études qui ont été entre-temps arrêtées en France ou suspendues vont pouvoir être repris, notamment l'étude Discovery nationale qui avait une vocation internationale, mais qui ne s'est pas faite selon les désirs du promoteur. Voilà. Donc finalement, le plaquenil va pouvoir être repris, notamment dans les études internationales, et puis on va pouvoir voir vraiment sur des études bien faites s'il y a vraiment un bénéfice ou pas de ce traitement-là dans le Covid. Alors dans le service de pneumologie, dans l'unité où je travaille, voici à peu près comment la prescription a eu lieu. Voici en gris, c'est le nombre de personnes admises par jour. En bleu, c'est le nombre de prescriptions de Kaletra, donc l'opinavir et ritonavir. Et en orange, c'est le nombre de prescriptions de plaquenil. Alors, on a eu la première période Kaletra, et puis ensuite, il y a eu l'étude de KO dans le New England, et puis ça nous a très refroidi, on a arrêté de le prescrire. D'autant plus qu'on a eu plusieurs cas de mauvaise tolérance dans le service, notamment des hépatites très importantes. Donc, on a clairement arrêté. Même si cette étude n'était pas forcément si négative qu'on peut le penser. Et puis ensuite, on a commencé à à prescrire le plaquenil, notamment avec l'expérience italienne. On a une filière italienne importante ici à Strasbourg dans le service. Et vous voyez, on n'a pas non plus été très enthousiasmé par le plaquenil. Ce n'a pas été l'explosion des prescriptions.
Et puis ensuite, on a commencé à arrêter d'en prescrire parce qu'on voyait que ça n'était pas non plus un grand bénéfice et parce que surtout, on avait pas mal de patients pour lesquels on avait des scrupules à le prescrire, notamment beaucoup de patients cardiopathes. Voilà. Alors, la corticothérapie dans le Covid, alors les premiers papiers qui ont été publiés là-dessus ont dit clairement qu'il ne fallait pas le faire, mais comme on a fait souvent au début de cette maladie, au début de cette crise, on a souvent extrapolé les données qu'on avait des infections virales et notamment les données du SARS, du SRAS et voire du MERS. Et alors, c'est probablement des maladies SEM, des maladies différentes, et il est difficile de les appliquer à cette maladie-là. Donc initialement, ce n'était pas recommandé, mais il semble qu'il puisse avoir un bénéfice de la corticothérapie dans l'infection à SARS-CoV-2, notamment dans cette étude qui a été publiée récemment, où il prescrivait chez des cas sévères, modérés à sévères, une corticothérapie qui n'est pas non plus très élevée, 0,5 à 1 mg par kilo par jour pendant 3 jours. Et dans ce critère composite qui était mortalité, insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation mécanique et puis transfert en réanimation, on avait une diminution de ce critère de jugement principal qui était significative d'environ 20%. Donc, il y a quand même a priori un bénéfice. Cependant, il y a beaucoup de gens qui disent également qu'il ne faut pas le faire, notamment en réanimation, en raison du contexte infectieux. C'est aussi également un facteur pro-traumatique et certains sont encore réticents à le faire. Alors chez nous, dans le service, on l'a très peu prescrit pour être franc. On l'a prescrit, moi je l'ai prescrit 2 fois. La première personne était tellement grave, donc je pense que ça lui a fait ni chaud ni froid. Et la deuxième personne, il y a eu un bénéfice clair et net, non sur la fièvre d'une part, sur le syndrome inflammatoire et également sur l'insuffisance respiratoire, mais ça a été beaucoup plus long. Donc voilà, c'est pas trop la position. Cependant, je pense que, outre l'aspect aigu de la pneumopathie à Covid, nous avons reçu de plus en plus de personnes qui ont soit des hypoxémies prolongées ou des personnes qui ont des aggravations tardives qu'on peut éventuellement apparenter à des sortes de réactions paradoxales. Et ces personnes-là, pour ma part, je pense que la corticothérapie pourrait leur être bénéfique. En tout cas, c'est ce que l'on fait nous. On est en train de voir également chez ces personnes-là pour leur faire des biopsies. Peut-être qu'il y a de la pneumonie organisée, on ne sait pas. Mais voilà, ça pourrait être éventuellement une piste chez ces personnes. Alors, l'immunothérapie, comme vous le savez, dans les formes sévères du Covid, est présent un orage cytokinique caractérisé par des taux élevés d'interleukine, notamment l'interleukine 1, l'interleukine 6. Et c'est ce qui serait responsable de la majorité de la dégradation de ces personnes, notamment de l'hypercoagulabilité. Et donc, relativement tôt, certaines équipes ont joué sur cet orage cytokinique pour améliorer le pronostic de ces patients. Et les 2 molécules qui sont surtout mises en avant, c'est le tocilizumab d'une part, et donc un anti-interleukine 6, et dans une moindre mesure l'anakinra, qui est un anti-interleukine 1. Alors, plusieurs données publiées sont intéressantes là-dessus, mais il faut le dire, elles concernent pour l'instant que les patients les plus graves, donc une minorité, 15 à 20% des patients qui ont été hospitalisés. Alors en France, il y a eu deux types d'équipes, ceux qui l'ont fait de manière hors études, donc à but compassionnel, et puis ceux qui l'ont fait dans les études, je vous avoue que c'est le parti qu'on a pris nous, et on s'est mis dans l'étude corps immuno, qui est une sorte de système qui fait des études très rapides sur différentes molécules. Et donc, il y a eu d'abord le sarilumab, puis le tocilizumab, qui sont donc des anti-interleukine 6, et puis ensuite l'anakinra, puis vient ensuite le leculizumab qui va venir bientôt.
et puis également le baricitinib qui est un anti-JAK. Voilà. Donc au CHU Strasbourg, comme vous pouvez le voir, le corps immuno a eu pas mal de succès avec Discovery également. Alors, pour ma part, l'expérience du service, on a mis 6 patients dans le protocole. À Strasbourg, il y en a eu 73. Donc voici à peu près ces 6 patients. On a eu un seul patient dans le groupe contrôle, donc on était plutôt chanceux. Et globalement, on a eu des résultats assez intéressants, notamment sur le patient 1 et le patient 5. On a eu des patients qui sont quand même allés en réanimation. Et pour l'instant, le seul qu'on a eu qui a été sous anakinra, j'ai été très déçu. Ça n'a pas fonctionné du tout. Il s'est dégradé, il est allé en réanimation, il s'en est sorti heureusement, mais ce n'est pas l'anakinra qui l'a sauvé visiblement. Voilà, je ne pense pas en tout cas. Voilà. Alors, l'héparine, vous savez, le risque de thrombose est augmenté dans le Covid-19. Et là, il n'y a pas de doute, les données sont assez solides en faveur de l'héparine dans la prévention du risque thrombotique. Alors, nous, on l'a peu recherché dans le service. Je suis un peu perturbé quand je vous dis ça, mais en même temps, je me dis, quand je vois les études, la plupart du temps, elles sont surtout cherchées aux soins intensifs et en réanimation, là où les gens sont les plus graves, là où les gens ont ces fameux orages cytokiniques, là où les gens ont le plus d'hypercoagulabilité. Et notamment, notre équipe de radiologie ici a publié une étude où il montrait que 30% de ces patients, ils avaient pris tous les angioscanners thoraciques, et sur tous les angioscanners thoraciques, 30% avaient une embolie pulmonaire. Donc c'est un patient sur 3. Et donc l'héparine, c'est un traitement qui est unanimement recommandé. Alors ensuite, quelle est la dose? À quel objectif peut-on le prescrire? Alors le GIHP, donc les vasculaires, ont publié un protocole là-dessus, et c'est celui qu'on utilise à Strasbourg, avec des risques thrombotiques en fonction de son terrain, notamment si on a un cancer, si on a déjà fait des embolies pulmonaires ou des thromboses, etc. Et puis des objectifs d'héparinothérapie, curatifs ou préventifs, chez qui, pour nous en tout cas, pour la plupart, étaient en risque soit intermédiaire, donc on mettait une HBPM à dose prophylactique. Mais on voit que dès que les gens ont un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré, donc ce qui était le cas pour un tiers de nos patients, on faisait un schéma semi-curatif, donc un schéma 2 fois par jour d'enoxaparine à but préventif. Et voilà. Et donc, nous, on a peu eu d'embolie pulmonaire, mais on ne les a pas souvent recherchés, pour être franc. Alors, un petit point sur l'antibiothérapie. Nous, on a prescrit énormément d'antibiotiques. On a prescrit 96% de nos patients. Vous voyez, un tiers des patients, même jusqu'à 3 lignes d'antibiotiques. Et la plupart des patients ont eu des céphalosporines de 3e génération. Pourtant, la documentation microbiologique est faible. Et nos réanimateurs ont signalé qu'il y avait eu beaucoup plus d'infections ABMR chez eux qu'à l'accoutumée. On a probablement trop prescrit d'antibiotiques pour une maladie virale, même s'il est difficile de faire la part souvent entre de l'infection bactérienne et puis l'infection virale, et puis surtout l'orage cytokinique qui peut donner de la fièvre. Donc c'est pas évident, c'est facile de dire ça rétrospectivement, mais on a probablement prescrit trop d'antibiotiques. Je ne connais pas les pratiques de chacun d'entre vous, mais voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors, un dernier point également, la ventilation, un aperçu de ce qu'on a fait nous ici. Alors bien entendu, on a mis du lunette à oxygène chez les gens, les masques à oxygène, oui, les masques à haute concentration, oui, le Venturi, non, on ne l'a pas fait, et la VNI, oui. On s'est positionné un peu tardivement, mais on a mis de la VNI chez les personnes hospitalisées pour Covid. Par contre, l'oxygénothérapie de haut débit, l'optiflow, on n'a pas fait du tout. Voilà. Alors, juste pour vous montrer, ces masques, c'est ce qu'on utilisait, masques à oxygène avec des filtres anti-infectieux qu'on a
et qui ont remplacé progressivement les canules nasales dans notre service, présumément avec une moindre dispersibilité des particules infectantes. Alors, je vous avoue qu'au début de la prise en charge du Covid, on était très réticents à ventiler les patients. La raison, c'est le risque de contamination du personnel soignant. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça pouvait être utile. Et puis, il y a eu les papiers, notamment de Gattinoni, et puis avec cette histoire de SDRA, qui n'étaient pas des SDRA classiques dans le Covid. Les réanimateurs s'en sont également rendus compte que la VNI pouvait être forcément utile dans le Covid-19. Alors, au début, on utilisait la VNI surtout chez les patients qui ne pouvaient pas aller en réanimation ou en attendant une place en réanimation. Et puis ensuite, on s'est mis à ventiler des patients qui, initialement, on envoyait en réanimation et qui étaient intubés, donc à 5-6 litres d'oxygène. Et ces patients-là, s'est mis à les ventiler. Et puis, on a eu quand même de beaux résultats. Et on a évité des passages en réanimation, des intubations avec toutes les complications que l'on connaît. Alors, bien entendu, on a pris les précautions maximales pour éviter la contamination du personnel. Bien entendu, en chambre seule. Le circuit double, ce qu'on ne faisait pas d'habitude, on a l'habitude de ventiler plutôt à fuite. Et là, on a utilisé surtout des circuits doubles, donc avec une valve expiratoire, une interface la plus étanche possible, donc à helmet ou le masque Décathlon, ça vous connaissez, et puis des masques FFP2 pour les soignants au minimum. Alors malheureusement, les études sur la VNI, il n'y en a pas eu beaucoup, précisément, j'entends. Voici un petit peu les machines et le stock qu'on avait. Alors ça, c'est une photo récente. On en a rendu pas mal aux prestataires de santé. Et puis ça, c'est le tableau qu'on utilisait, où on notait chaque personne, quel VNI il avait, etc. Donc on avait jusqu'à 20 patients ayant une ventilation dans le service. Et donc, ce que je vous disais au début, c'est qu'on a mis un peu de temps à se rendre compte que la VNI pouvait être utile, mais pas que nous, également le service de réanimation. Et vous voyez qu'au début, les 2-3 premières semaines, on ventilait quasiment pas. Et par la suite, on a commencé à ventiler à partir de la 3e semaine. Puis ensuite, on a ventilé comme il fallait. Donc, 12% de nos patients étaient ventilés dans le service, ça fait 21. Sur l'unité 1403, ça faisait 12. Et puis, on décalait à partir de la 3e semaine. Et le débit max d'oxygène moyen que ces patients avaient, c'était 7 litres. Donc, des débits assez importants. Au début de la crise, 7 litres, c'était réanimation directe. Et vous voyez quand même les 2/3 des patients avaient une limitation thérapeutique de soins. Et 70% ont eu une évolution favorable avec la VNI. Donc, bonne expérience de la VNI pour nous. Et en ce qui concerne l'oxygénothérapie de haut débit, pour notre part, nous ne l'avons jamais utilisée dans le service. On avait trop peur, trop au risque de contamination du personnel. Surtout, nos locaux ne sont pas adaptés en termes de ventilation. Mais il y a de plus en plus d'auteurs, de cliniciens, de chercheurs qui disent que ça ne serait pas pire qu'un masque à oxygène. En tout cas, c'est ce que montre cet article, qui montre qu'en termes de dispersion, l'Optiflow, on est à 17 cm et que pour les masques simples, on est à 11 cm. C'est équivalent à peu près pour des débits de 30 litres par minute. Et vous voyez, les Venturi, on est quand même très élevé. C'est pour ça en partie qu'on ne l'a pas utilisé aussi dans le service. Et donc, les dernières recommandations de réanimation préconisent l'utilisation de l'Optiflow chez les personnes qui n'ont pas une forme trop critique de la maladie. Et c'est en tout cas le parti pris de nos réanimateurs et de nos services également dans le service de soins continus. Voilà. Alors les pistes pour l'avenir, il ne nous reste pas grand-chose comme traitement spécifique pour l'heure. On n'a plus le Kaletra, le Plaquenil, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. Et pour ma part, seuls les anti-inflammatoires semblent vraiment montrer un bénéfice clair. On attend les résultats concrets de l'étude corps immuno.
et des autres études internationales sur le sujet. Et moi, je trouve, à mon sens, que ça montre encore plus la prise en charge ventilatoire, elle est encore plus fondamentale, vu qu'aucun traitement n'est miraculeux. Et c'est là toute la place du service de pneumologie dans la prise en charge de ces patients Covid. Les pneumologues n'ont pas beaucoup été entendus pendant cette crise, c'est surtout les infectiologues et les internistes. Et pourtant, on a eu une grande place dans la prise en charge de ces patients. Et je pense qu'on sera encore utile si jamais d'autres patients viennent. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, merci. Merci. Merci Je cède donc. Tout d'abord, je voudrais remercier donc Dr Kassem pour cette très belle présentation et quelques nouveautés concernant la prise en charge thérapeutique. Et je vais céder tout de suite la parole à mon ami Dr Nadia Mhiri pour continuer avec les questions des participants. À toi la parole, Nadia. Merci pour de nous avoir fait part de votre riche expérience. Et nous allons, sans plus tarder, nous avons une trentaine de minutes pour les questions et réponses. Donc, j'invite les participants à poser leurs questions. Nous allons commencer par une première question posée par le professeur Hamzaoui au professeur Nathan. Est-ce que vous avez prescrit des antibiotiques aux enfants et des anticoagulants dans les formes sévères? Les antibiotiques, pas du tout. En fait, on ne leur a rien prescrit du tout comme traitement. Il y a eu une patiente, la drépanocytaire, à qu'on a mis sous tocilizumab, mais finalement, parmi tous les enfants qu'on a vu passer, ce qui n'est pas un nombre incroyable, hein, puisqu'on a vu passer au total moins de 30 enfants, on n'a mis aucun traitement. C'était vraiment que du symptomatique, Doliprane et oxygène, voilà nos grands traitements. Pour ce qui est des anticoagulants, non plus, enfin on en a mis comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire à ceux qui étaient alités pendant un long moment, puberts, mais pas chez les autres et pas spécifiquement du fait du Covid. Bien, merci. Autre question posée par le professeur Yves Tremblay du CHU de l'Université Laval du Québec. Donc, sa question s'adresse au professeur Cassaigne. Quel enseignement l'épisode Covid nous enseigne-t-il en termes de soins de précision, thérapie ciblée et de médecine personnalisée? Oui, médecine personnalisée, oui, je pense que ça va nous apprendre beaucoup parce que, en tout cas, en ce qui concerne les formes sévères et les orages cytokiniques, ça me semble un tournant dans cette prise en charge, le Covid, avec les anti-inflammatoires qui ne sont pas des molécules anosines. Hein. Donc, clairement, la recherche de ces ensembles de l'orage cytokinique, l'hypercoagulabilité, ça c'est quelque chose, en tout cas, qu'on retrouvait un peu en réanimation, mais pas souvent dans notre prise en charge à nous. Pour ensuite la médecine de précision etc. Bah, pour l'instant, je vous avoue que ça reste un peu pauvre. Hein. Là, on est encore à une situation où seul le traitement symptomatique est recommandé. Le reste est sujet à caution et à plus de preuves. Donc, j'aurais du mal à dire qu'on ait avancé beaucoup là-dessus pour ma part. Très bien. Donc, autre question du docteur Rida Selmeni. Lors de la période de la prescription de l'hydroxychloroquine à Strasbourg, quelles étaient les cardiopathies ayant fait récuser ce traitement chez les patients Covid? Et qu'en est-il de l'apparition de troubles du rythme chez les patients mis sous hydroxychloroquine dans votre expérience? Alors, c'était surtout des personnes qui avaient soit des cardiopathies ischémiques ou rythmiques et des personnes qui avaient un QT corrigé limite. Et là, on a eu un peu peur de prescrire le plaquenil, et je pense à juste titre, vu le potentiel cardiopathe de ce traitement. Donc, du fait des précautions qu'on a prises là, puis des ECG tous les jours, pour notre part, on n'a
pas eu de troubles du rythme chez ces patients-là, en tout cas dans notre service, à déplorer pour les patients qu'on a mis sous plaquenil. Mais je pense qu'on a vraiment été très prudent avec le plaquenil, encore plus quand ils avaient la bithérapie avec l'azithromycine qu'on a essayé également. On a clairement biaisé la prescription, on le mettait chez les gens qui avaient quasiment rien du tout en termes de comorbidité. Donc non, on n'a pas eu de toxicité vraiment. Quoi. Merci beaucoup. Donc, autre question, je pense qu'il s'adresse aux deux conférenciers. Combien avez-vous eu de décès et sur combien de Covid confirmés? Donc, dans votre expérience, professeur Nathan, est-ce qu'il y a eu des décès parmi vos patients? Une seule, une jeune fille de 16 ans que je suivais pour une encéphalopathie très sévère. Il y a eu une décision de non-intubation chez elle et elle est décédée. Ok. Et pour professeur Cassaigne Pour notre part, nous, on a eu 4 décès, ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Heureusement, on n'a jamais eu trop de soucis à transférer nos patients en réanimation. Il y a eu un effort collectif à la fois du CHU et également, je dois le noter, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu pas mal de patients transférés dans les autres centres en France et puis dans les pays limitrophes, notamment en Allemagne, on a beaucoup travaillé avec eux. Et on a toujours eu à pu transférer ces patients-là. Et les 4 patients, c'était des patients qui étaient en limitation thérapeutique. Voilà, donc c'est des gens chez qui on avait décidé d'emblée qu'on n'allait pas plus loin que de la prise en charge dans le service et ils sont décédés de ça. 4 sur 179. Merci bien. Question du docteur Zouhair Suissi. Peut-on retenir la notion que les enfants sont de super contaminateurs? Eh bien non, pas du tout, c'est tout l'inverse. On peut retenir que les enfants sont des super pas contaminateurs. Autre question. Quelle présentation de l'infection Covid du nouveau-né, de mère infectée, et est-ce que l'infection est systématique? Oui, en effet, il y a eu pas mal de littérature sur les mamans Covid qui accouchaient. L'infection du nouveau-né n'est pas du tout systématique. Il y a même eu des allaitements, des voix basses, enfin vraiment sans aucun souci particulier. Et les nouveau-nés qui ont été peu ou pas asymptomatiques, la plupart étaient totalement asymptomatiques et dépistés du fait du Covid de la maman. Donc, il y a eu 0 décès dans ce contexte, 0 passage en réanimation, vraiment que des PCR positives, mais peu ou pas de symptômes et pas du tout, évidemment, d'éloignement de la mère et de l'enfant. Est-ce que le virus est transmissible par le lait maternel? J'ai vu des choses contradictoires là-dessus. Il semblerait que non. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait encore clair. Je pense qu'il y a eu quelques publications dans ce sens qui ont fait part, qui ont isolé justement le virus au niveau du lait maternel. Oui. Il y en a eu qui ont dit qu'ils en avaient retrouvé dans le lait maternel. Après, on n'est pas certain que le virus retrouvé dans le lait maternel soit contaminant, qu'il soit vivant, enfin, le virus vivant. Et donc, la contamination claire, en tout cas par le lait maternel, n'a pas été établie et ça n'a pas fait contre-indiquer, en tout cas, l'allaitement maternel chez les nouveau-nés de mère Covid pour l'instant. Très bien. Donc, question du professeur Hamzé. Oui, les anti-TNF n'ont pas été testés malgré la tempête cytokinique. Est-ce qu'il y aurait une explication? Question pour le professeur Kassagne. Je crois qu'ils vont être, soumis à étude également les anti-TNF. Mais de mémoire, le TNF, en tout cas dans les études où ils dosaient les interleukines, le TNF n'était pas la cytokine qui était la plus élevée, ou si je me demande si elle n'était pas très élevée. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils se sont dit que c'était peut-être pas
la meilleure cytokine à viser pour contrer l'orage cytokinique. Mais ce n'est que de mémoire. Je ne suis pas sûr à 100%. Donc, autre question. Si vous avez à prendre en charge de nouveau une nouvelle vague d'infection Covid, votre conduite sera-t-elle différente et quelles leçons avez-vous tirées de votre première expérience? Alors, moi, pour ma part, le gros point qu'on a retenu, et c'est une grande satisfaction, c'est qu'on a eu, enfin, je ne sais pas si c'est que, mais 4% du personnel a été infecté par le virus, nouveau coronavirus, et c'est principalement des infections extérieures, et même elles étaient exclusivement avant le confinement. Donc, la première chose pour moi, c'est que on a eu les protections et ça a marché. On n'a pas été infecté par le virus. Donc là-dessus, je suis heureux et je pense que si on a une deuxième vague, avec le matériel que l'on a maintenant en quantité suffisante, en tout cas pour notre part, ça sera bien. Ensuite, on sait maintenant comment ça se passe, on sait comment déployer une centaine de lits pour ces patients-là. Ça ne prendra pas deux semaines comme ça a pris ici. Hein. Donc, non, on répondra plus rapidement. Après, nous, pour notre part, comme je l'ai dit, en termes thérapeutiques, un peu compliqué. Il est probable que le service de pneumologie aura une plus grande place en raison de son expertise de la ventilation notamment, en attendant des traitements qui puissent montrer des preuves suffisantes, peut-être les anti-inflammatoires, peut-être une autre molécule, mais on sera mieux préparé à une éventuelle deuxième vague si elle survient, je pense. Très bien. Autre question du docteur Isa Selmeni. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur la proportion d'infections Covid chez les soignants à Strasbourg? Je pense que vous avez déjà répondu à la question. Nous, dans notre unité, c'était 4%, et dans l'hôpital, il y a eu 200 cas sur 12 000 soignants du CHU. Est-ce qu'il y avait une catégorie particulière de soignants qui étaient touchés plus que d'autres? Non, pas que je sache. Pas que je sache. Autant les AS, les aides-soignants que les infirmiers, les médecins. Mais c'était principalement des contaminations qui ont lieu avant ou au début du confinement. Il y en a eu beaucoup moins après. Très bien. Donc, une autre question du professeur Yves Tremblay pour le professeur Nathan. On sait que le Covid jusqu'ici impacte beaucoup moins l'Afrique qu'attendu. Y aurait-il des analogies avec les enfants? On est conscient ici qu'il s'agit de réponses hypothétiques, mais… Oui, en effet, c'est tout très, très hypothétique, mais très intéressant. Je pense que la jeunesse de la population africaine y est pour beaucoup. J'ai entendu des hypothèses intéressantes aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes sous antipaludéens. Peut-être que ça a son rôle. Il y a aussi des plantes et des médecines locales qui peut-être ont leur intérêt. En Afrique, il y a beaucoup d'utilisation de l'artémisia, qui est une plante qui peut-être aurait un effet contre le Covid-19 en préventif et peut-être aussi en curatif. Il y a des études qui sont en cours en Afrique là-dessus. Donc voilà, il y a probablement des facteurs génétiques qui font que l'infection a été moins sévère ou en tout cas moins importante en Afrique. Mais on reste tout à fait dans l'hypothétique. Je n'ai pas de réponse tout à fait claire là-dessus. Très bien. Autre question pour professeur Cassaigne. Pensez-vous que l'utilisation de l'association hydroxychloroquine, azithromycine serait attestée plutôt au cours de la première phase avant la pneumonie? Oui, ça c'est la théorie des Marseillais. Ça. Il faut vraiment mesurer le rapport bénéfice-risque de ça. C'est vraiment pas un traitement anodin.
en termes cardiovasculaires, les études ont montré que on peut monter le QT courrier jusqu'à 60 millisecondes avec cette association-là qu'avec le plaquenil seul. Pour une maladie qui effectivement a occasionné beaucoup de problèmes, que ce soit en France, en Italie, même dans le monde, mais qui reste avant tout bénigne. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le prescrire systématiquement plutôt que de privilégier, par exemple, des mesures épidémiologiques, barrières. Je pense vraiment que si on n'a pas des données claires, solides, il faut vraiment être précautionneux là-dessus, sur cette association qui peut vraiment causer des problèmes, une morbidité importante. Et, autre question de Dr Masmoud dit quelle est la durée de l'anticoagulation à dose curative chez un Covid-19 hypoxique? D'accord. Chez les patients, quand on le met en traitement curatif, c'est que ces personnes ont soit fait une embolie pulmonaire, et dans ce cas-là, on part sur le schéma embolie pulmonaire, donc TVP, donc 3 à 6 mois, même si là, pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait le recul. Alors, je ne l'ai pas mentionné également, mais il y a chez ces personnes-là des anticoagulants circulants qui peuvent être retrouvés et dont on ne sait que trop quoi faire pour l'instant. Chez les gens qui ont une anticoagulation préventive, dès lors qu'ils ont une activité correcte, on les laisse rentrer. Et nous, pour notre part, ce qu'on faisait dans le service, c'est que on surveillait les dédimères. Et il y a des patients qui ont allé beaucoup mieux, mais qui avaient des dédimères encore très élevés, autour de 3 000 à 4 000. Et ces patients-là, en accord avec les hématologues, les hémostasiens, on les laissait sous anticoagulants jusqu'à ce qu'ils descendent en dessous d'un seuil de 2500. Et à partir de là, s'il n'y avait pas eu de problème, on l'arrêtait. Mais ça, c'est une pratique vraiment purement locale. Il n'y a pas de fondement pour l'instant dessus, quoi. Très bien. Autre question du professeur Hamzé. Oui, comment utilisez-vous les masques Decathlon? Alors, comment on les utilise? Donc, on les utilise à l'aide également avec une sorte d'adaptateur qui a été fabriqué par une entreprise. Au début, on est allé aux Pays-Bas pour en acheter, puis ensuite, on a eu des relais locaux sur un circuit à double raccord et donc un filtre à la sortie, ce qui permet d'éviter, d'une part, c'est beaucoup plus confortable pour le patient, et puis ça limite la dispersibilité des particules. Tout le monde ne l'a pas supporté, pour être franc, parce que notamment les claustrophobes, c'est impossible, complètement impossible. Mais ceux qui l'ont supporté ont trouvé quand même un bénéfice certain, notamment ceux qui avaient eu une VNI au préalable, qui avaient donc connu les masques orofaciaux concert très fort. Cette sensation semble moins importante chez ces personnes-là. Sinon, la connectique est globalement quasiment la même que les masques classiques, si ce n'est ce petit raccord là qu'il faut fabriquer pour le mettre sur la machine. Et l'autre particularité, l'espace mort serait quand même un peu plus important avec le masque Decathlon. Donc, on a quand même monté un petit peu la pression expiratoire pour ces personnes-là. Merci beaucoup. Une autre question, et là, en matière de traitement préventif, est-ce qu'il y a du nouveau pour la vaccination et pour le BCG? Quel est votre avis? Donc, c'est une question du professeur Tritter. Alors, pour la vaccination, je vous avoue que je ne suis pas bien placé pour en parler. Je ne saurais pas vous dire en termes de vaccination quelles sont les choses en cours, ni les délais. Je ne saurais pas en parler.
Ok. Alors, une question d'ordre pratique. Combien de patients sont hospitalisés par chambre? Comment avez-vous géré l'aération et la ventilation des chambres? Alors, donc ici, il y a des chambres à 2 lits ou à 1 lit. Au début, nous avions réservé les patients Covid au tout début de la crise aux seules chambres seules. Puis ensuite, rapidement, on a été submergé. On est obligé de faire des chambres à 2 lits pour les patients Covid qui étaient confirmés. Parce qu'on n'a pas eu que des confinements, on a eu des très fortes suspicions, mais pas des confirmations, ou des confirmations plus tardives, quand les premiers frottis étaient négatifs et ils sont par la suite positifs. Voilà. Ensuite, en termes de ventilation et d'aération, notre équipe d'hygiène a rédigé des protocoles pour la ventilation. Alors, il faut savoir que dans notre hôpital, seul le service de maladies infectieuses a des chambres à SAS à pression négative. Donc, comme si on ne pouvait pas... Ouais, c'était un peu bizarre. Donc, il nous a fallu juste faire des protocoles d'aération de 3 heures avant, après, pour minimiser le risque de trouver des particules, notamment les particules fines, moins de 5 microns, le temps qu'elles se déposent par terre quand les patients sont partis. Voilà. Sinon, c'était de la ventilation classique. De toute façon, on n'avait pas le choix, hein. Quand on a 300, 400 personnes qui arrivent à l'hôpital, on est obligé de faire avec ce que l'on a. Et nous n'étions pas préparés à avoir une telle vague, ça c'est sûr. Donc, autre question pour le professeur Nathan. La mise en quarantaine chez l'adulte est déjà problématique et mal vécue. Donc, comment procéder chez l'enfant et quels sont les retours par rapport à ça? J'ai clairement pas la recette miracle, hein. Je ne l'ai pas vécu puisque mes enfants sont allés à l'école tout le long. Donc, je ne suis pas la mieux placée pour vous dire comment gérer. Je sais que ça a été très difficile. Que les enfants, il y a eu un taux de dépression chez les enfants qui était majeur. Les psychologues et les pédopsies sont particulièrement inquiets. Ils ont observé beaucoup moins de passages à l'acte pendant cette période, mais beaucoup plus de décompensation, en particulier dépressive, et parfois chez des tout petits enfants. Voilà, donc je ne sais pas comment gérer l'enfermement chez les enfants. Et on a entendu parler, et bien sûr c'était tout à fait vrai, de l'augmentation des violences intrafamiliales, des violences faites aux enfants. Donc tout ça a été bien sûr majoré. Donc ça a été extrêmement délétère chez l'enfant. Enfin moi ça m'a beaucoup fâché, hein, qu'on enferme les enfants et qu'on les empêche d'aller à l'école. Et encore maintenant, les mesures prises d'un point de vue sanitaire pour les activités, pour les écoles, pour les crèches sont totalement démesurées au vu de l'activité de l'infection et de ce qu'on sait maintenant de la contagiosité des enfants. Merci bien. Autre question. Que pensez-vous de l'hypothèse d'immunité acquise par d'autres souches de coronavirus saisonniers? Oui, ça a été avancé en particulier chez les enfants et aussi chez les pédiatres. On s'est dit, c'est super, nous, on va être protégés. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou les mêmes mesures que chez Loïc Cassagne, mais en effet, on a été très épargnés, le personnel soignant de pédiatrie. Nous, sur le service, une seule interne qui revenait en plus de vacances, donc je pense qu'il s'est contaminé à l'extérieur du service. Sinon, personne. Pour les enfants, on n'a pas de preuves concernant cette immunité croisée des différentes souches de coronavirus. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à cette question. Peut-être s'il y a d'autres vagues, les années suivantes nous apprendront plus de choses. Pour l'instant, c'est resté à l'état d'hypothèse. Les publications que j'ai lues là-dessus, j'ai vraiment pas beaucoup lu là-dessus, donc je ne suis pas la mieux placée. Mais le peu que j'ai lu ne confirmait pas pour l'instant l'immunité croisée. Bon, je ne sais pas. Merci beaucoup. Donc, question pour professeur Loïc. Quelle était la durée de ventilation en pneumologie et quel était le taux de transfert en réanimation parmi les malades ventilés? Donc, c'est une question du professeur Sonia Marach. Alors, comme je l'ai montré là sur le diapo, vous avez vu 2/3 des patients qui ont été ventilés avaient une limitation de soins. Donc, de toute façon, très clairement déjà, ils n'allaient pas en réanimation.
Pour les patients qui ont été ventilés, c'était surtout au début où ça nous permettait une sorte de, de temporisation avant un transfert en réanimation, à une époque où il n'y avait pas énormément de lits en réanimation, où les transferts n'étaient pas encore mis en place et où il fallait temporiser pour voilà, que la personne ne se dégrade pas trop, qu'il puisse suppléer à ses besoins d'oxygène avant qu'il puisse être transféré en réanimation ou pas. Sinon, en termes de ventilation et de transfert en réanimation du tiers restant, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'était vraiment une bonne expérience, vraiment. Merci bien. Bon, je pense il nous reste quelques petites minutes. Nous avons une question du docteur Zouhair Suissi. Comment avez-vous géré l'activité normale du service non-Covid? Ça a été difficile. Ça a été difficile. Bon, globalement, on a annulé tout ce qu'on pouvait annuler. Ce qu'on ne pouvait pas annuler, on a fait des téléconsultations, donc le plus possible. Certaines personnes, on a été obligé de les faire venir en présentiel, on n'avait pas le choix, mais c'était une très 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 petite quantité de personnes. Et la seule activité qui a conservé un brin de normalité, c'est l'oncologie thoracique. En tout cas, dans notre service. Et encore, ils ont été fortement impactés aussi, eux, parce que tous les patients qui devaient se faire opérer ne pouvaient plus se faire opérer. Toutes les biopsies qu'on organise pour les tumeurs, on ne pouvait pas les faire. Donc, il y a eu vraiment un gros retard chez ces personnes-là. Il y a eu un gros impact sur l'activité non-Covid. Assez curieusement également, nos patients chroniques respiratoires ont peu été hospitalisés et il n'est pas impossible que ces personnes-là, d'une part que l'on avait souvent au téléphone, mais également ces personnes-là étaient beaucoup plus sensibilisées aux mesures protection respiratoire et c'est peut-être en partie aussi une des raisons. Merci. Une dernière question du docteur Abdelwahid Befki. Donc, il pose la question suivante. Pourquoi vous n'avez pas utilisé l'oxygène à haut débit? Est-ce que vous disposez de matériel ECMO? Alors, l'oxygénothérapie à haut débit, on ne l'a pas utilisé parce que trop peur de la contamination. Trop peur du fait que si on mettait 60 litres, 30, 50 litres dans le nez de quelqu'un qui a un prototype positif, on avait peur d'avoir des particules infectantes partout et de contaminer le service. C'est la principale raison pour laquelle on ne l'a pas utilisé. Même si après coup, peut-être qu'on aurait dû, mais voilà, clairement, on ne l'a pas fait. Pour les ECMO, en réanimation, oui, ils en ont mis, mais pas tant que ça finalement. Pas tant que ça, puisque, en tout cas, c'est ce que disent les réanimateurs. Finalement, le décubitus ventral, ça a beaucoup aidé. Hein. Ça a énormément aidé pour l'amélioration de l'hypoxémie de ces patients les plus graves. Il y a même eu des équipes de retourneurs de patients, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, principalement composées de chirurgiens et qui retournaient les patients pour le DV. Et ça a aidé pas mal de gens. Donc, les chirurgiens thoraciques ont été assez surpris. Ils pensaient mettre beaucoup plus d'ECMO. Ils n'en ont pas mis tant que ça. Donc, voilà. Merci beaucoup pour les excellentes conférences et je passe la parole au professeur Fatma Tritter pour le mot de la fin. Merci. Je voudrais encore une fois remercier en mon nom et au nom de tout le bureau de la STMRA nos deux conférenciers pour leur très belle présentation. Nous avons beaucoup appris avec vous, surtout le volet pratique. Et comme nous le voyons tous, le Covid-19 nous pose encore des problèmes. J'espère que maintenant nous sommes sortis dans la période du déconfinement, mais j'espère qu'on ne va pas retomber dans une prochaine épidémie. Nous l'espérons tous. Nous allons passer ce cap difficile. Encore une fois, merci à vous tous et à toutes les personnes présentes. Et je voudrais encore aussi remercier les laboratoires Boehringer pour leur soutien et l'agence MICE pour la logistique. Encore une fois, merci et à très bientôt au prochain webinaire.
Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, merci.